Les parcelles de tournesol semences sont semées à une période se situant entre les semis de betterave et les semis de maïs, soit vers fin mars, début avril, à l'aide d'un semoir à céréales classique. La production de semences hybrides découle de la fécondation d'une lignée de tournesol par une autre lignée de tournesol. Par nature, le tournesol est allogame, donc tout comme le maïs, il est capable de s'auto-féconder. Seulement, pour pouvoir effectuer notre croisement, en fait, on a un caractère de stérilité mâle qui s'exprime sur la femelle. Donc, en quoi ça consiste en fait? Ça va permettre de féconder nos femelles exclusivement avec le pollen de nos mâles et non avec le pollen que la femelle pourrait déjà produire en fin de compte. Au total, 7 variétés de semences hybrides sont produites dans le Haut-Rhin, à partir du croisement de lignées mâles et femelles différentes. Concrètement, en fonction du protocole, une première rangée de mâles est semée en même temps que les rangs femelles, puis une quinzaine de jours plus tard sont semés d'autres rangs de mâles. En termes de densité de semis, en fonction des protocoles, on varie entre 65 et 70 000 pieds de femelles à l'hectare. Alors on est sur la commune de Dessenheim, donc dans un champ de production de tournesol de semences hybrides. On est sur la variété MAS 92 CP. Et donc comme on peut le voir là, on a alternance de lignées mâles et femelles, vous le voyez très bien. On a les femelles qui sont en avance, donc 4 femelles et 3 mâles à côté, avec un premier mâle en avance et 2 mâles qui suivent par la suite. La première rangée de mâles sert d'assurance en termes de couverture pollinique de la parcelle. Sa floraison intervient avant celle des femelles, mais au cas où certaines femelles seraient plus précoces, il faut éviter tout risque de pollution dû à une pollinisation extérieure. Dans les faits, les rangs de mâles semés dans un deuxième temps réalisent 75 à 80% de la fécondation des femelles en place. Cette production nécessite un isolement de 700 mètres par rapport à tout autre tournesol, ornemental ou de consommation. Pour ce qui est de l'itinéraire technique, alors le tournesol est une culture qui est peu gourmande entre guillemets. Pour l'azote, on est entre 60 et 80 unités grand maximum en fonction des types de sols. Pour tout ce qui est phosphore-potasse, c'est pareil, on a des besoins qui sont relativement faibles, entre 40 et 60 unités en fonction des types de sols. On peut même se permettre, si on a des sols qui sont relativement riches, on peut se permettre des impasses, ça pose aucun problème. Après, pour tout ce qui est phyto, on va dire que vu qu'on est sur des lignées, on est très limité en termes de désherbage, à savoir que les lignées ne supportent pas forcément toutes les matières actives. Donc en fait, on n'a qu'un seul désherbage de prélevé. Donc on est en post semi-prélevé et après on n'a plus d'autres rattrapages. Après, ce qu'on fait également, c'est un fongicide au stade bouton floral, donc juste avant floraison. Donc pour limiter le plus possible la pression maladie et avoir des tournesols qui finissent le plus sain possible, ça améliorera la faculté germinative de nos graines et ça évitera d'avoir des soucis sur nos lots. Cette production ne nécessite pas de matériel spécifique. On est sur des écartements classiques de 80 cm. Les matériels de travail du sol, binage et traitement, sont du coup les mêmes que ceux employés en maïs. Lorsque 5 à 10% des femelles sont ouvertes, 4 ruchettes sont installées par hectare, de nuit ou au petit matin, aux abords des parcelles. Il s'agit d'une location qui dure en moyenne 3 semaines. Alors on le fait la nuit pour que toutes les abeilles sont dans la ruche, parce que au soir les abeilles elles reviennent dans la ruche et puis la nuit elles ne volent pas, elles sont dans la colonie. Donc on les déplace la nuit et puis il est impératif de les décharger au petit matin avant qu'elles commencent à s'envoler parce qu'on transporte les ruches ouvertes, donc on peut travailler que la nuit. Le fait de transporter ruches ouvertes, ça fait moins de stress aux abeilles. Elles restent très calmes, quand elles sont enfermées, elles n'aiment pas trop, donc on transhume toujours ouvert. Alors nous, le rôle qu'on leur demande, on va dire, c'est de butiner, de faire un échange de pollen et du coup une fécondation de nos mâles à nos femelles. Donc nous, l'objectif qu'on cherche vraiment à avoir, c'est qu'elles butinent nos mâles, qu'elles aillent butiner nos fleurs femelles et grâce à ça, en fait, elles vont nous féconder nos femelles avec le pollen de nos mâles, quoi. Ensuite, au niveau des rangs mâles, on voit les ortites, ils dépassent. Ceux-là maintenant, aujourd'hui, il ne faut pas les louper. Ça c'est pas bon. On voit ça. le pistil. Dès que c'est noir à l'extérieur. Celui-là qui était là-bas, toi tu l'as arraché, hein? Ah oui, d'accord, oui, comme d'habitude. Hein? La phase d'épuration débute au même moment. Elle consiste à éliminer manuellement toutes les plantes non voulues et se répète tous les 2 jours pendant une dizaine de jours. Les équipes sont mobilisées tôt le matin, moment où les fleurs s'ouvrent et où les abeilles dorment encore. Donc là, je suis en présence de 2 femelles, donc issues de mes lignées femelles qui sont dans la parcelle. Dans ma main gauche, j'ai une femelle mâle stérile.
Donc où je vois très bien qu'il n'y a que les pistils en fin de compte qui sont tout prêts à réceptionner le pollen. Et dans ma main droite, en fin de compte, j'ai une femelle sur laquelle le caractère de stérilité mâle ne s'est pas exprimé. Et du coup, cette femelle est donc à éliminer pour notre parcelle parce qu'elle émet du pollen à travers ses étamines. Donc à quoi on le reconnaît en fin de compte? C'est assez visible. Les étamines en fait forment un liseré noir comparé à la fleur mâle stérile. Et du coup, visuellement, c'est un caractère qu'on observe facilement. Donc en fait, là, j'ai ce qu'on appelle un hors-type sur cette parcelle. Donc on se rend compte en fait que c'est une plante qui est plus grande que celle qu'on a. On se rend compte qu'on a des feuilles qui sont beaucoup plus grosses, la coloration est plus foncée, ainsi que la tige, c'est une plante plus vigoureuse. Alors ça, c'est très certainement un hybride qui est issu du lot, quoi. Donc ça, c'est des plantes, voilà, typiquement ce qu'on va éliminer lors des premières épurations, quoi. En plus de ça, on se rend compte qu'elle est fertile, donc elle va émettre du pollen et elle va polluer. Il y a de grandes chances qu'elle pollue notre lot de semences, quoi. L'étape suivante intervient lorsque la totalité des femelles ont été fécondées. Les mâles ne sont alors plus d'aucune utilité. Pire, leurs graines pourraient se mélanger au moment de la récolte aux semences hybrides uniquement produites par les femelles. Pour éviter cette pollution, mais aussi pour aérer les parcelles, ils sont donc broyés. Donc le broyage des mâles, il a un peu un double intérêt à notre égard. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est détruire complètement les mâles pour éviter toute source de pollution à la récolte. Et le deuxième intérêt qu'on y trouve, après c'est un peu une spéculation, c'est-à-dire que c'est sur l'état sanitaire. Vu qu'en fait on supprime quasiment un tiers de la parcelle, ça permet de la ventiler en fait. Et du coup, par ce biais-là, on diminue un peu la pression maladie parce que la parcelle est ventilée, moins étouffée, moins de sporulation et tout ce qui va avec, quoi. Cette année, la récolte a débuté le 6 septembre et a duré une vingtaine de jours. La CAC confie cette mission à 2 prestataires différents, possédant des moissonneuses-batteuses classiques équipées de cueilleurs spécifiques tournesol. Par rapport à un bec maïs, le bec maïs, la tige, disons, ça fait un effet peigne. On a 2 rouleaux qui tirent la tige à travers et qui ne gardent que l'épi pour le maïs. Alors que là, on coupe la tige et donc on a quand même de la tige. Donc pour le maïs, ça n'irait pas. On n'aurait aucune... on avance vraiment trop lentement. Voilà. Alors que là, on rentre un morceau de tige plus la fleur, quoi. Et la hauteur, disons, on prend au plus près de la fleur pour avoir le moins de tiges qui rentrent, pour avoir le moins d'impuretés au final dans la trémie, quoi. Alors en fait, en production de semences de tournesol, on n'attend pas la plante, on n'attend pas la maturité naturelle de la plante pour la récolte. Et en fait, les agriculteurs pulvérisent un défanant. Donc en fait, c'est un produit qui va dessécher la plante. Et ensuite, on va pouvoir la récolter parce que si on attendait la maturité naturelle, il y a trop de risques d'égrainage. Donc l'égrainage, en fait, c'est les graines qui partent du capitule. Donc pour chaque variété, ce qu'on va d'abord vérifier, c'est que le capitule, donc le capitule du tournesol, c'est cette partie. C'est que quand ça rentre dans la moissonneuse, il faut que ça ressorte entier. Pratiquement entier derrière, donc en fait il faut qu'il y ait le moins de petits morceaux de capitule dans le grain parce que c'est ça qui ramène l'humidité au grain. Et en fait c'est cette partie qui va passer dans la moissonneuse et qui va être battue et qu'on va récupérer, quoi, les grains. Donc là on peut voir que ça c'est des grains qui sont remplis avec l'amande dedans et là par contre on a des grains vides, donc qui n'ont pas été fécondés. Et ceux-là, ils sont rejetés ensuite à l'arrière de la moissonneuse. Ça passe pas dans le grain. Ces grains sont directement ramenés sur la station CAC d'Ensisheim, où ils passent par un pré-tri grossier avant d'être placés dans des caissons à double fond. Ils y sont progressivement séchés par un afflux d'air chaud par le dessous et retournés manuellement plusieurs fois pour homogénéiser le séchage. L'objectif étant de stabiliser le taux d'humidité du grain à 9%. Ces semences seront ensuite triées une seconde fois avant d'être conditionnées en big bag qui partiront chez l'obtenteur Maïs Adour pour un triage plus fin et un calibrage. Jean-Marc Schwartz s'est lancé dans l'aventure du tournesol semence dès 2012. Aujourd'hui, il n'imagine plus arrêter cette culture. Le bilan est déjà que c'est une plante qui me plaît personnellement pour différentes raisons. Déjà le côté économique, ça c'est indéniable, on gagne quand même
bien plus qu'avec une autre culture, que ce soit le maïs ou les betteraves. Ensuite, pour le côté agronomique, parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que les parcelles derrière un tournesol semence sont faciles à travailler, beaucoup plus aérées. Cela vient du pivot du tournesol qui aura travaillé le sol. Ensuite, pour un côté, on peut dire environnemental, car on a une pression vraiment très faible au niveau des phytos et des engrais. Au niveau des entrants, c'est vraiment très light. Donc ça fait un tout qui fait que la culture plaît. Mais en plus, un autre côté qui est présent, c'est le côté visuel par rapport au paysage. Et c'est vrai qu'en ayant rien qu'une parcelle de tournesol sur une commune, on se rend compte de l'impact que cela a sur nos concitoyens qui, quand ils nous parlent, ils disent « Ah oui, on a vu un champ de tournesol où il y a du tournesol, machin ». Et c'est une culture voilà, qui, dans l'inconscient des gens, marque. Parce que c'est le tournesol, c'est joli, c'est la nature, machin. Alors qu'un pied de maïs, c'est bien tout aussi joli, un pied de blé, un pied de betterave. Mais c'est vrai que ça plaît au grand public, quoi. Cette production est rémunérée en fonction de sa qualité et du pourcentage de rendement objectif atteint. L'objectif 100% correspond à une quantité déterminée qui diffère selon la variété. L'année dernière, le produit brut hectare était de 2200 € l'hectare pour le plus bas et atteignait les 3100 € pour les plus élevés. On compte entre 1200 et 1300 € de charge, main-d'œuvre et traitement confondus. La marge moyenne de l'an passé tournait donc autour des 1000 à 1100 € l'hectare.